vous si vous venez de nous rejoindre en ce lundi matin. On est en direct jusqu'à 9h et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Rokhaya Diallo et Grace Lee. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et bienvenue. J'accueille aussi Valentin, c'est notre monsieur interview de la matinale. Salut Valentin. Salut Vivi, salut Grace, Rokhaya, ça va bien? Salut Valentin, merci, ça va. Et toi? Ça va, super. Alors ce matin, on va parler du podcast Kiffe ta race, qui le temps d'une soirée va devenir un spectacle dans un format inédit sur scène. Et oui, depuis 2018, 6 ans déjà, on remercie Grace Lee et Rokhaya Diallo pour les travaux. Vous sautez à pieds joints dans les questions de race, de genre et d'identité à chaque nouvel épisode du podcast Kiffe ta race. Aujourd'hui, Kiffe ta race, c'est 117 épisodes et 4 millions d'écoutes. De quoi vous donner envie de franchir la porte du studio et de monter sur scène pour un spectacle unique le 15 octobre prochain. Pour commencer, Grace, Rokhaya, qu'est-ce qu'on va trouver dans le spectacle qu'on ne trouve pas déjà dans le podcast? Alors, comme déjà, je te remercie pour les commentaires sur le podcast. Effectivement, on va parler de questions raciales, questions de genre, mais Kiffe ta race, c'est un podcast d'accueil où on donne la parole à nos invités. Ce qu'on va trouver sur scène, c'est davantage notre parole, notre analyse et plus d'interaction. On va lancer un appel au public pour nous poser des questions en amont, auxquelles on va répondre sur scène, et puis on va balayer un petit peu l'actualité, toutes les questions qui traversent notre quotidien, mais vraiment avec notre lecture et une interaction unique, qui n'est pas celle qu'on a dans le podcast habituellement. Rokhaya, Grace, vous venez nous présenter votre spectacle Kiffe ta race, un format inédit, une déclinaison de votre podcast du même nom qui a été créé donc en 2018, dans lequel vous explorez les questions raciales et de genre en studio. Alors oui, 118 épisodes déjà, plus de 4 millions d'écoutes. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire un show et de monter sur scène toutes les deux ? Ce qui est super avec le podcast, c'est qu'on a vraiment accès à l'oreille de nos auditeuristes, c'est-à-dire que les gens nous écoutent, je sais pas où vous écoutez vos podcasts, mais dans le métro, ils écoutent ça en faisant le ménage. Voilà, un bon exemple. Et avec le spectacle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir aller à la rencontre de notre public, de les voir en vrai et d'échanger en live. Et ça c'est quelque chose en plus qu'on n'a pas dans le podcast. Alors, dans le spectacle, vous allez vous pencher sur des questions du genre « Je trouve les femmes noires très belles, est-ce du fétichisme ? J'ai dans la tête des paroles de musique raciste, dois-je les oublier ? J'aime manger des nouilles asiatiques sans être asiatique, est-ce de l'appropriation culturelle ?» En fait, votre but, c'est de montrer que les idées racistes, c'est pas que au travail ou quand on cherche un logement ou qu'on postule pour un taf. En fait, ça peut être niché dans plein de micro-problématiques du quotidien. Bah oui, c'est justement ce qui caractérise le racisme, comme c'est systémique, et bien ça s'insinue dans tout ce qu'on fait au jour le jour et tout ce qu'on peut penser. Et en fait, on a souvent tendance à associer le racisme à quelqu'un, une personnalité qui est négative, qui est méchante, alors qu'en réalité, on y est tous et toutes exposés, parce que soit on peut l'intérioriser quand on appartient à une catégorie qui est racialisée négativement, soit on peut tout simplement se faire l'écho de ce qu'on entend, ce qu'on croit, ce qu'on préjuge. Et je pense que c'est important d'en discuter et de se remettre en question, plutôt que d'imaginer qu'on est complètement imperméable à toutes ces idéologies. Bah, c'est ça, c'est intéressant parce que dans le podcast, ce que vous dites souvent, c'est que ça sert à rien de se défendre en disant moi je suis pas raciste. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de réfléchir aux actes de manière isolée. Et en gros, il y a une différence entre être raciste ou commettre des actes racistes, quoi. Oui, je dirais que on dit souvent être raciste, mais en fait c'est avoir du racisme en soi. Ça, c'est une phrase qu'on a reçue. On a reçu Mame Fatou Niang, une invitée qui nous a dit cette phrase, et en fait ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit oui, c'est faux de dire je suis pas raciste, mais parce qu'il y a le mais à la fin souvent. Oui. Mais c'est aujourd'hui j'ai eu une parole raciste ou j'ai fait quelque chose raciste. Qu'est-ce que je fais pour réparer ça auprès de la personne à qui j'ai causé du tort, mais aussi comment est-ce que je fais pour ne pas le reproduire à l'avenir. Et surtout, ouais, même si on n'en est pas forcément conscient, on peut tous être imprégnés de stéréotypes racistes à différents degrés évidemment, mais on peut tous faire ce travail de déconstruction là, quoi. Mais c'est comme sur toutes les oppressions. En fait, ce que dit Grace et ce que nous disait Mame Fatou Niang, c'est que c'est pas une question de personnalité. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un a commis des actes racistes ou tenu des propos racistes, on juge pas sa personnalité parce qu'on n'est pas capable de le faire. On n'est pas psy en fait. En revanche, on peut juger et en tout cas évaluer les conséquences de ses propos ou de ses actes. Et ça vaut pas seulement pour le racisme. Je pense qu'on a tous en nous de l'homophobie, du sexisme, du validisme, et qu'en fait, il faut qu'on apprenne justement à aller contre ce que nous apprend la société et justement à se remettre en question. Donc, il s'agit vraiment de se rendre compte qu'à certains moments de notre vie, on a pu tenir des propos qui sont offensants, qui sont blessants, et se dire, ok, ce que j'ai dit, c'était pas ouf, ça vient de telle histoire, et que j'apprenne pourquoi je l'ai dit et pourquoi je ne devrais plus le redire. En tout cas, les gens qui vont venir à votre spectacle, ils pourront vous poser ces questions. Donc j'imagine que voilà, il y aura beaucoup d'interactivité, c'est ce que vous avez l'air de nous dire. Est-ce qu'il y a des questions que vous redoutez ? Parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de questions bêtes. Mais est-ce qu'il y a des questions bêtes quand même un peu en matière d'antiracisme ?
il y a la fameuse, c'est pas une question bête, mais c'est souvent une question malveillante. C'est sur le racisme anti-blanc. En fait, c'est une question qui nous revient souvent. Nous, ce qu'on dit, c'est que le racisme, c'est une histoire et c'est la création d'une domination qui a une traduction institutionnelle. C'est-à-dire que quand on parle de racisme, on ne parle pas seulement d'interaction individuelle, mais on parle d'une histoire de domination, d'esclavage, de génocide, où les institutions se sont organisées pour dominer des groupes. Quand on parle de l'expérience des personnes blanches, il n'y a aucun endroit dans le monde où aucun État, aucune institution s'est organisée pour opprimer les Blancs en tant que Blancs. Donc si aujourd'hui on peut avoir des sentiments anti-blancs, commettre des discriminations, ce qui est répréhensible, je suis d'accord, on ne peut pas parler de racisme au sens où c'est pas une expérience collective qui est vécue par les personnes blanches. Et à ce jour en France, c'est pas un désavantage d'être blanc. Mais c'est vrai que souvent il y a des gens qui viennent nous troller en fait avec cette question. Et en réalité, on sait qu'ils s'en fichent parce que c'est juste pour nous détourner en fait de l'objet vraiment de notre travail. Mais même ça, vous pouvez la poser, vraiment, vous pouvez poser n'importe quelle question, on est prête. Tout pourrait être abordé. Et si on vient vous dire par exemple, ah mais non, mais en fait, moi, je vois pas les couleurs. Aïe, aïe, aïe. En fait, si tu vois pas les couleurs, moi, en fait, on voit les couleurs sur moi. C'est pour ça qu'on me dit ni hao dans la rue, sinon on ne me dirait pas ça. Donc, voir les couleurs, c'est la réalité. En fait, c'est voir une certaine réalité que les gens vivent et nier les couleurs. Le déni, c'est ça qui est très dommageable en fait pour le racisme et pour toutes les oppressions. C'est à cause du déni de l'existence du racisme qu'on est là à vous parler d'antiracisme en 2024. Donc c'est la première chose à combattre en fait. On est avec Rokhaya Diallo ce matin et Grassly. Vous êtes avec nous sur Move pour parler de votre premier spectacle qui s'appelle Kiffe ta race, un show inédit qui est inspiré de votre podcast du même nom que vous tenez maintenant, ça fait 6 ans, 2018. Des épisodes, il y en a eu des tas, je le disais tout à l'heure, 118. Est-ce que ça a été compliqué de faire des choix par rapport au sujet que vous vouliez aborder dans ce show ? Notre plus grande difficulté, c'est plutôt de faire le tri entre toutes les options qu'on a. C'est marrant parce qu'à l'époque où on a commencé le podcast, notre producteur d'avant, qui était Binge Audio, en tout cas les producteurs se posaient la question du volume en fait, et ils se demandaient si on avait suffisamment de matière pour faire des épisodes. Et nous on savait qu'on pouvait en faire des centaines. Et effectivement, on n'imaginait pas que ça irait aussi loin, que ça durerait aussi longtemps. Mais honnêtement, on a plus d'épisodes en tête que ce qu'on pourrait vraiment faire. La vérité, c'est qu'on pourrait en faire. Là, c'est un jeudi sur 2 les épisodes. On pourrait en faire toutes les semaines, mais vraiment très facilement. Là, c'est jamais arrivé que vous disiez tiens cette semaine sur quoi est-ce qu'on peut partir quoi. Non, on a une liste. Vous verrez notre liste dans notre drive. C'est incroyable. Une note d'iPhone, t'as peur. Okay. Hyper longue, ouais. Comment vous avez défini les sujets, puisqu'on entend dans la bande-annonce dans le podcast que vous allez parler pop culture, santé et art? Par rapport à notre quotidien et les sujets qui nous intéressent et qui intéressent le public, c'est vrai que tout ce qui est relatif à la nourriture, forcément, ça nous parle. Voilà, c'est un besoin vital et en même temps, il y a tellement de questions qui traversent la nourriture, la manière dont on s'alimente aujourd'hui, la colonisation, les origines quand on est enfant d'immigrés, et puis après la pop culture, les séries, la musique, forcément, ça parle à tout le monde. Donc c'est un peu comme ça qu'on s'est décidé, quoi. L'année dernière, à ce micro, on avait reçu Émilie Tran Nguyen qui avait sorti un documentaire sur le racisme anti-asiatique et dedans, elle faisait apparaître ses parents et pour le coup, ils avaient un peu du mal à comprendre le combat de leur fille parce que eux, ils avaient fui un pays en guerre, donc le racisme en France, c'était rien pour eux ou en tout cas, ils le minimisaient. Est-ce que vos parents, ils vous soutiennent et ils vous comprennent à 100% dans votre combat? Alors justement, on a une séquence dans le spectacle qui parle de la famille et c'est un peu un guide de survie au repas de famille et on répond à cette question de comment le soutien de vos proches vous affecte-t-il. Et c'est vrai que moi, je suis de la même génération que Émilie Tran Nguyen, Rokhaya aussi. Nous sommes de cette où nos parents ont vécu beaucoup plus de racisme que nous. Et ont survécu à ce racisme. Et nous avons la chance de pouvoir parler de ça à ce micro, par exemple, mais aussi dans la société. Et de continuer ce combat-là qui se transmet. Et donc, leur soutien, moi, il vient pas forcément sous la forme d'embrassade ou de... mais par exemple, j'ai des doggy bags quand je vais au repas de famille, tu vois. Et donc ça, en fait, c'est une autre forme de soutien qui est aussi importante. Puis j'imagine que ça s'est fait progressivement aussi, quoi. Ça n'a pas été... Peut-être qu'au début, ils se sont dit, tiens, ok. Oui, complètement. J'espère que je les ai invités, j'espère qu'elles viendront. Ouais. Moi, ma mère, elle est assez vénère quand même. Donc, ma mère, elle me regarde, elle commente tout en direct. Elle fait mais lui, je l'aime pas. Réponds-lui. Et elle commente mes vêtements et tout. Donc, ma mère, elle me met le feu quand je suis en direct. Moi, je regarde les textos parce qu'en fait, ça me met encore plus. Émilie Tran Nguyen disait aussi quelque chose d'assez intéressant. Elle parlait du besoin de représentation, notamment, par exemple, les animateurs, animatrices à la télé, les personnages dans
la pop culture, les acteurs, actrices au cinéma. Est-ce que vous trouvez que c'est important, et justement pour la jeunesse, donc ce besoin de représentation? Clairement, Émilie Tran Nguyen, c'est une personne qui fait les news en France. Et moi, j'aurais adoré avoir une Émilie Tran Nguyen quand j'ai grandi, parce que ça m'aurait dit, toi aussi, tu peux devenir comme elle. Et je pense que c'est important aujourd'hui que nos enfants puissent voir des Rokhaya Diallo à la télé, des Émilie Tran Nguyen, des personnes comme vous. Et ça nous donne ce champ des possibles de l'ouvrir et de pouvoir nous dire, ici, on est chez nous et on sera chez nous. J'imagine que sur 118 épisodes, globalement, vous n'avez pas toujours été tout à fait en accord parfait sur tout. Est-ce qu'il y a des fois où vous avez déjà eu des petits points de friction ou des moments où vous ne voyez vraiment pas le sujet de la même façon? L'une et l'autre ou avec les invités? Ouais, non, l'une et l'autre. J'ai pas de souvenir. Hein. On est surtout complémentaires, donc ça nous est arrivé effectivement d'aborder un sujet avec des angles différents, mais il n'y a jamais un moment où j'ai eu le sentiment qu'on était vraiment en désaccord. Hein. Non, et puis je pense que c'est la base du dialogue, c'est aussi ça les podcasts. Aujourd'hui, on a beaucoup de podcasts et la qualité des podcasts tient au fait qu'on peut développer une pensée avec le temps, ce que vous n'avez pas forcément l'occasion de faire dans les médias traditionnels. Et c'est ça, au fait, le podcast, c'est que Rokhaya et moi, on est côte à côte dans le podcast et on n'a pas forcément toujours les mêmes mots pour décrire une situation, mais on va pouvoir enrichir notre propre vision des choses. C'est plus une question de nuance que de position frontale. Oui, puis même après, quand tu dis enrichir, je suis d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où, effectivement, moi, sur le racisme anti-asiatique, j'avais une sensibilité, mais nécessairement, c'est pas la même que Grace, qui est d'origine asiatique. Donc moi, clairement, elle m'a ouvert les yeux sur plein de sujets sur lesquels j'avais pas forcément ni les mots, ni vraiment la compréhension. Donc c'est en ça que, oui, il y a des sujets qu'on n'aborde pas de la même manière, mais ça nous enrichit plus que ça nous oppose. Et moi, avant, je disais black. Le moment confession, ça y est, c'est dit. Est-ce qu'il y a un épisode en particulier qui vous a marqué, ou une invitée, par exemple, qui vous a marqué, parce que vous recevez beaucoup d'invités dans les podcasts? En fait, on va parler de notre marraine, parce que c'est celle qui est venue le plus souvent, mais honnêtement, tous les épisodes sont remarquables et vraiment hyper touchants. Mais on va parler de Maboula Soumaoro, parce que c'est une universitaire qu'on a reçue à plusieurs reprises. C'était notre première invitée. 4 fois. Ouais, 4 fois. Ouais. Notre première invitée et la dernière de la dernière saison. Et en fait, elle est hyper brillante, elle est spécialiste de la civilisation américaine et des diasporas afro-descendantes, mais elle est super drôle en fait. C'est ça qui est génial, c'est qu'on est mi-cours magistral, mi-stand-up quand on la reçoit, et pour le coup, on est vraiment dans un dispositif super amical quand elle est avec nous. Ouais. On est avec Rokhaya Diallo et Grace Lee. Ce matin, vous êtes venus nous parler de votre spectacle Kif Taras. Ce sera le 15 octobre au 13e art à Paris. Vous adaptez le concept de votre podcast du même nom, dans lequel vous abordez les questions raciales et de genre en studio. Alors, il y a un outil qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, Internet, les réseaux sociaux. Et j'ai vu qu'en 2023, le nombre de signalements en ligne enregistrés sur la plateforme Pharos, qui relevait d'ailleurs de la catégorie discrimination et racisme, était à son plus haut niveau depuis 3 ans. Quel est votre avis là-dessus? À quel point c'est un danger pour la jeunesse? C'est un danger parce que ça expose, déjà ça met tous les discours au même niveau, et le fait d'être caché derrière un écran, je pense que ça décomplexe pas mal l'expression. Moi, je sais que j'étais une des premières à porter plainte en 2013 pour cyberharcèlement après un appel au viol, et j'ai gagné mon procès. J'ai eu la chance de retrouver la personne qui m'avait agressée. J'ai encore plusieurs procédures en cours pour des raisons similaires. Et effectivement, sur les réseaux, les gens ne se rendent pas forcément compte aussi de l'impact psychologique que ça peut avoir. Le souvenir que j'ai des procès auxquels j'ai participé, c'est que les personnes qui m'avaient insultée, une fois devant le juge et une fois qu'on leur lit leurs propos à voix haute dans une cour, n'ont plus du tout la même attitude. Donc il y a aussi peut-être cette sensibilisation qu'il faut faire, de dire en fait on parle à des vraies personnes et ça peut leur faire peur et les affecter vraiment, quoi. Et si vous êtes si vous recevez des propos racistes, ou vous êtes témoin de propos racistes sur les réseaux sociaux ou sur Internet, c'est tout à fait inacceptable, comme dans la vie, la vraie vie. Et il faut pouvoir se protéger de ça, de pouvoir en parler à des proches, il faut pouvoir ne pas garder ça et s'isoler. Merci de le rappeler. Alors tout à l'heure, vous nous parliez de racisme anti-blanc. Moi, je voulais en reparler un petit peu, parce qu'il y a un extrait du dernier spectacle de Farid qui a pas mal tourné ces derniers temps. Je voudrais qu'on écoute. Les blancs, vous aimez même pas. Tu sais quoi? Vous aimez pas quand on dit les blancs. Déjà à la base. C'est pas que vous aimez pas, mais vous aimez pas bien. Parce que vous n'avez pas l'habitude qu'on vous pointe du doigt comme étant les blancs. Parce que d'habitude, c'est vous qui faites les groupes. C'est vous les chefs d'équipe. C'est vous qui...
Pourquoi est-ce que ça te dérange qu'on puisse dire les blancs? Moi, j'ai l'impression qu'il a raconté ma vie sur les plateaux télé. En fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je parle de questions raciales de manière générale, mais des blancs en particulier, les gens se sentent piqués parce que, en fait, quand on appartient à la catégorie blanche, on a l'impression d'appartenir à aucune catégorie, d'être la norme. Du coup, on désigne toutes les autres comme des déclinaisons, en fait, des déclinaisons d'une base un peu neutre, mais on n'est jamais nommé en tant que tel. Et du coup, c'est vrai que les blancs, surtout en France, se perçoivent rarement comme des personnes blanches, parce qu'en fait, parler de personnes blanches, ça veut aussi parler du bénéfice qu'ils tirent de leur situation raciale. Et donc, c'est très, très, très compliqué d'en parler sereinement dans un contexte français, quoi. Ça met hyper mal à l'aise. Mais je pense que c'est ça aussi qu'on adresse dans le podcast et qu'on fera dans le spectacle, c'est qu'on veut pas de malaise quand on parle de questions raciales, parce que ça perpétue en fait le racisme. Et donc, il faut pouvoir évoquer les catégories raciales, quelles qu'elles soient. Toi, Grace, tu fais partie des voix les plus identifiées sur la question du racisme anti-asiatique. Merci. C'est un racisme qui est un peu moins discuté que les autres. Et puis il y a surtout cette idée que les Asiatiques, voilà, ils sont travailleurs, ils sont intégrés, ils sont discrets. Pourquoi est-ce que combattre le racisme, c'est aussi lutter contre les discriminations positives en fait? En fait, tous les racismes utilisent les mêmes mécanismes. C'est les mécanismes qui nous disent qu'on est différents, qu'on est incompatibles les uns avec les autres, qu'on pourrait jamais vivre ensemble. Et ces mécanismes-là, ils sont extrêmement... en fait, ils font du mal aux gens. Moi, ça m'a fait du mal. Je donne un exemple très simple. On m'a toujours dit, t'as les yeux bridés. Mais si je te demande, Valentin, de me dessiner une bride, je pense que tu sais pas comment. Parce qu'en fait, c'est pas une forme géométrique. Et donc, dans le terme yeux bridés, déjà, il y a la docilité, il y a le fait de pouvoir contrôler les gens. Et en fait, c'est exactement ce que tu dis. Vous êtes discret, vous courbez les chines. Et ce mot-là, c'est un écho en fait au racisme que subissent les personnes asiatiques, mais toutes les personnes en réalité. Donc moi, j'ai arrêté de dire yeux bridés. Tu peux dire, il y a plein de synonymes dans la langue française, tu vois. Tu peux dire étiré, allongé, voilà. En fait, vraiment la langue, elle est limitless. Donc, utilisons plutôt des mots qui nous donnent du pouvoir plutôt que ceux qui nous rabaissent. Qui renvoient pas à des stéréotypes. Vous vous retrouvez toutes les deux pour ce podcast et pour ce spectacle. Rokhaya, toi, tu es aussi très présente dans les médias, sur plein de plateaux. Et on te voit souvent débattre avec des gens qui ont des idées souvent opposées aux tiennes, qui peuvent avoir des propos parfois racistes, parfois misogynes. Pourquoi est-ce que pour toi c'est aussi important d'aller dans ces médias qui potentiellement vont te chahuter, qui vont pas forcément te faire du bien? Est-ce qu'il n'y a pas des fois une peur de faire de caution quelque part? C'est une question, quand on est minoritaire dans ce qu'on représente, aussi bien idéologiquement que sociologiquement, on se demande si on ne sert pas de caution à un système qui finalement continue à perpétuer les mêmes stéréotypes, les mêmes idées dominantes. Après, moi, j'ai pas résolu vraiment le sujet, mais je suis beaucoup sollicitée effectivement par les médias. Il y a des contributions que j'ai qui sont vraiment inscrites dans une collaboration professionnelle, puis d'autres qui sont moins récurrentes. Et c'est vrai que les fois où je dis non, et après, je regarde le débat, je me dis j'aurais bien aimé être là pour répondre. Donc, c'est compliqué. Après, je pense que j'ai un certain goût pour la bagarre. Je crois que c'est aussi dans ma personnalité. Et ça m'aide beaucoup. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un trait de famille. et effectivement, je rejoins aussi ce que disait Grace tout à l'heure dans le fait où moi, j'ai grandi devant une télé où je voyais jamais de personnes qui me ressemblaient dans l'espace public, à la télévision. Et aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis dans l'espace public, donc il y a des gens qui m'ont découvert maintenant étant enfant. Et je me dis que quand je vois des jeunes journalistes qui me disent « Moi, je vous ai découvert petit ou petite », je me dis que finalement, même si je donne l'envie à une seule personne d'être journaliste ou de se lancer dans l'espace public, c'est ma mission, et pour moi, ça suffit à justifier ma présence. Mais j'essaie de ménager, et justement, le fait d'avoir ces contributions-là, qui parfois peuvent être un petit peu houleuses, et d'autre part, le podcast, où on est plus dans une relation amicale et bienveillante, ça fait aussi un équilibre, quoi. Ouais, la réflexion, elle se fait sur la longueur. Exactement. Et qu'est-ce que vous faites en tant que militante quand vous avez l'impression que ça avance pas, vous avez le sentiment de pédaler dans la semoule? Moi, je vais manger un bon bol de nouilles pour me faire du bien. Je crois que j'ai besoin de ça quand j'ai pas le moral. Je me dis, il faut au moins que je me laisse pas aller. Dans la bouffe. Exactement. Moi, les séries, je regarde énormément de séries. Et vraiment, c'est ma vie, quoi. Mais depuis toujours, en fait, depuis l'enfance. Moi, je suis de la génération qui a regardé beaucoup d'animés. Donc j'ai grandi avec ça. Et voilà. Et sinon, à côté de ça, je fais de la boxe aussi. Donc c'est un bon défouloir. C'est un bon défouloir. Ça fait du bien aussi. Les séries et la boxe, des bons remèdes. Ouais, merci à toutes les deux. Je rappelle que votre spectacle Kif Taras, adapté du podcast à succès, aura lieu donc le 15 octobre au théâtre du 13e art à Paris. Allez chercher votre place puisqu'il en reste encore quelques-unes et on vous souhaite la tournée. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci beaucoup. Merci.